Les critères n'ont pas été changés. Les phases prennent en compte la dispersion géographique du virus et l'OMS a conduit à une évaluation annexe, on va dire, sur la sévérité. Et la sévérité de la pandémie a été annoncée par notre directeur général aux alentours du mois de juin aussi comme une pandémie modérée. Donc ça a été annoncé. La difficulté qu'on a, c'est que pour évaluer la sévérité d'une pandémie, il nous faut des informations assez précises. Et ces informations, en fait, on a pris quand même un peu de temps à les collecter. Et c'est pour ça que on a différencié en fait l'extension géographique qui est assez facile à mesurer, puisque on regarde combien de pays vous rapportent des cas de ce nouveau virus, et on a en fait l'extension géographique. La sévérité demande des analyses beaucoup plus approfondies qui ne sont pas possibles dans tous les pays. Rien changé, l'OMS a tout de même revu ses règles en matière de pandémie. Coïncidence, juste avant la crise en avril 2009. Dès le départ, l'OMS reconnaît elle-même que la pandémie est modérée. Mais alors pourquoi passer au niveau 6 ? Qui a pris cette décision ? Selon nos sources, elle aurait été prise par un cercle restreint d'experts dont certains seraient liés à l'industrie pharmaceutique. Parmi eux, un certain Albert Oosterhuis, le monsieur grippe hollandais. Le Parlement de son pays a ouvert une enquête pour conflit d'intérêts et malversation. Ce virologue avait alerté l'opinion sur le SRAS. Il avait ensuite crié au loup pour la grippe aviaire. L'expert travaille pour les labos qui fabriquent les vaccins, ceux-là même qu'il fait ensuite prescrire par l'OMS. Même la revue scientifique Science remet en question l'indépendance de son jugement en matière de pandémie. Alors les labos noyautent-ils la direction de l'OMS ? Je comprends bien qu'il y ait des questions parce que, en fait, pour le public, il y a un amalgame facile qui peut être fait. Mais je crois que là, c'est une question de confiance. Il est évident que l'OMS, dans plusieurs domaines, a besoin de travailler avec l'industrie, dans le sens où c'est l'industrie qui produit les vaccins, c'est l'industrie qui produit les médicaments. Donc, on a besoin de toute façon d'avoir des relations avec eux. Maintenant, on s'arrange pour que ces relations soient le plus neutres possible et objectives possible. Donc, ces experts qui, eux aussi, ont des contacts avec l'industrie, d'abord, on a souvent besoin de leur contribution parce que c'est aussi des puits de science et c'est aussi eux qui ont un savoir qui n'existe nulle part ailleurs. Donc on a besoin de leur savoir, mais au moment où on prend des décisions, souvent ce qui se passe dans nos comités, c'est-à-dire au moment où les recommandations sont faites, ces personnes sont priées de quitter la salle et de ne pas participer à la discussion de fond sur les recommandations. Et quand on pose cette question du conflit d'intérêts à un de ces labos ? Mais donc, il existe des experts effectivement qui travaillent pour les deux, mais de nouveau, le processus est totalement transparent. Et donc c'est par rapport aux mesures que l'OMS, mais ce n'est pas à moi à m'exprimer, je pense que c'est à l'OMS, les mesures, l'ensemble des mesures que l'OMS a mis en place depuis des années pour s'assurer que ce processus est parfaitement transparent. Autrement dit, l'industrie ne voit rien à redire sur ces collaborations très particulières. Pour l'épidémiologiste Wolfgang Wodark, la pilule est dure à avaler. Ce député socialiste allemand, président de la commission santé du Conseil de l'Europe, exige une enquête. Il veut que l'OMS rende des comptes. C'est une administration qui dépend de ces scientifiques. Ceux-ci ont des laboratoires et la plupart d'entre eux reçoivent de l'argent des sociétés pharmaceutiques pour mener leurs recherches. Il reste peu d'argent pour la science en tant que telle. C'est là que vous voulez plus de transparence. Oui, nous avons besoin de plus de transparence. Qui paie les scientifiques ? Pour qui font-ils leurs recherches ? Mais nous avons surtout besoin de transparence au niveau du processus de décision, de la hiérarchie de l'OMS. Qui est important et qui ne l'est pas et pourquoi ? Je crois qu'au bout de notre enquête, nous devrons comprendre ce qui s'est vraiment passé et pourquoi on est allé dans la mauvaise direction avec tout ce qu'on avait comme information et pourquoi toute cette psychose. L'enquête au Conseil de l'Europe est aujourd'hui en cours. Au sujet de la gestion de la grippe H1N1. En attendant, il ne faut pas une enquête pour affirmer que cette crise est arrivée à point dans un secteur pharmaceutique confronté depuis une dizaine d'années à de nouvelles difficultés. Lieven Annemans est un expert en économie de la santé. On a déjà réalisé pas mal dans le secteur des soins de santé et donc développer quelque chose qui est de nouveau meilleur que ce qu'on a déjà, c'est difficile. Deuxièmement, les exigences des autorités sont aussi plus strictes qu'avant. Et donc ça rend les choses de plus en plus difficiles pour les firmes pour développer un nouveau produit. Ça prend plus de temps.
Donc si ça prend plus de temps pour développer, il reste moins de temps pour se faire de l'argent. Pour se faire de l'argent, voilà. Et donc toutes ces choses ensemble rendent que la situation change complètement pour l'industrie pharmaceutique vis-à-vis il y a 5 ou il y a 10 ans. Maintenant, cette crise pandémique, je dirais, peut-être c'est pas la bonne façon de le formuler, mais ça tombait à point, en effet, pour certaines firmes. Il n'y en a pas beaucoup qui produisent des vaccins, mais ça tombait à point. Pourquoi ? Parce que je suis assez sûr que ces firmes-là, l'année passée, ils ont fait une bonne année, avec une croissance de leurs revenus. Et d'ajouter que c'est moins cher de développer un vaccin qu'un nouveau médicament. Les vaccins, un véritable marché pour les labos. Exemple, le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Un vaccin annoncé comme miraculeux, à tel point qu'il faut, nous dit-on, vacciner toutes les filles avant leur premier rapport sexuel. En réalité, il ne protège pas contre tous les papillomavirus à l'origine du cancer, mais contre 3/4 seulement d'entre eux. Effet pervers, les jeunes filles s'estiment à tort totalement protégées. Elles risqueraient peut-être de négliger le dépistage. Un dépistage pourtant peu coûteux et efficace, puisqu'avec lui on a encore 10 ans d'avance sur le cancer lui-même. Eh bien ce vaccin qui coûte 300 € est aujourd'hui sur le marché et remboursé par la Sécu. Si on avait ce vaccin-là pour le cancer de l'ovaire, ou le cancer de l'utérus, ou le cancer du sein, superbe. Mais contre le cancer du col, pour vous, c'est quelque chose d'un peu superflu. C'est bien, mais c'est du luxe. C'est du luxe. Les vaccins se multiplient et pas toujours à bon escient, comme celui contre le rotavirus, une maladie dont on parlait très peu. Cette gastro-entérite très commune provoque chez certains nourrissons de graves déshydratations. Mais dans nos pays, les décès restent rarissimes. Ce qui s'est passé, parce qu'on n'en parlait pas, et puis tout d'un coup, on s'est mis à en parler. Et quelques mois plus tard, on a vu arriver le vaccin. Donc généralement, il y a une information par les firmes pharmaceutiques des leaders d'opinion, des médias. Qui eux-mêmes, je parle plus dans le domaine médical, vont eux-mêmes enseigner la pathologie, informer la pathologie sur les dangers, etc. Et puis bingo, quand tout le monde est informé, le traitement arrive. C'est magnifique. Alléluia. Ça s'appelle du marketing, ça ? C'est du marketing, mais c'est des firmes pharmaceutiques. C'est des firmes. Ce sont les firmes pharmaceutiques qui font ce marketing. L'objectif est quand même financier pour une firme pharmaceutique. Le danger de ce marketing agressif et de cet ubuesque épisode pandémique, c'est que ça puisse jeter le discrédit sur tous les experts et les labos et amplifier encore tous les discours anti-vaccins. Des discours radicaux qui jettent le bébé avec l'eau du bain et qui remettent en question tous les vaccins bien nécessaires, ceux-là, chez les bébés. La vaccination, en diminuant les pathologies contre lesquelles on vaccine, font disparaître en fait l'inquiétude des gens par rapport à la maladie contre laquelle on les protège. Et à partir du moment où cette inquiétude par rapport à une maladie n'existe plus, on trouve toutes les bonnes raisons de critiquer éventuellement les quelques rares effets secondaires qui pourraient survenir, et on arrive à une espèce de tolérance zéro. On veut à la fois aucun effet secondaire, mais à la fois être protégé complètement contre une pathologie. Eh bien ça, c'est une quadrature du cercle qui n'est pas possible. Après une trentaine d'années de vaccination systématique des enfants, chez nous, on n'entend par exemple plus parler de rougeole. La Suisse, elle, est confrontée à des épidémies. Là-bas, depuis quelques années, des courants philosophiques alternatifs encouragent les parents à ne pas faire vacciner leurs enfants. Résultat ? Alors on a eu une très longue épidémie en plusieurs vagues qui a débuté en octobre 2006, qui s'est poursuivie jusqu'en été 2009. Et ça, c'était très inhabituel, assez préoccupant, avec plus de 4000 malades déclarés, donc probablement aussi plus que 4000 malades, puisqu'ils ne sont pas tous déclarés. Et beaucoup d'hospitalisations, de complications, y compris un décès suite à cette rougeole. Autrement dit, il y a vaccin et vaccin. Notre enquête ne remet pas en question des vaccinations comme celle contre le tétanos, la rougeole ou encore les oreillons. La vaccination est un moyen reconnu de prévention des maladies graves. Ce n'est pas pour ça que les firmes pharmaceutiques peuvent tout se permettre. Vous n'êtes pas un anti-vaccin ? Je ne suis pas du tout un anti-vaccin, je suis pro-vaccination. Mais pas n'importe quoi, pas n'importe comment, pas chez n'importe qui. Lors de cette pandémie,
On a exagéré le danger, on a en quelque sorte trompé l'opinion publique et ça pourrait laisser des traces. Croirait-on encore aux alertes de l'OMS si une vraie pandémie surgissait maintenant? Le vrai danger de toute cette histoire, c'est peut-être finalement celui-là. Nous sommes à présent à Mons-sur-Marchienne, au musée de la photographie, pour vous présenter 2 reportages très instructifs consacrés aux paparazzi. Ces photographes de stars dont on connaît très bien les clichés, mais très mal les pratiques. Ce soir, question à la une, lève le voile sur toutes les combines de ces violeurs de vie privée. Ces magnifiques photos sont l'œuvre d'artistes à la recherche d'émotion et d'esthétisme. Celles-ci sont l'œuvre de chasseurs d'images à la recherche d'argent et de scandales. Leur nom, les paparazzi, moteurs de la presse people.